24 février 2022, 5h30 du matin, heure de Moscou. Le monde retient son souffle. En direct à la télévision russe, Vladimir Poutine vient d'annoncer le début d'une opération spéciale. Après l'annexion de la Crimée en 2014, le dirigeant russe monte d'un cran et ordonne d'envahir l'Ukraine. La nouvelle fait rapidement le tour du monde. Plus de 70 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, un nouveau frisson parcourt l'Europe. Les traumatismes du XXe siècle refont surface et l'idée d'un troisième conflit mondial est dans toutes les têtes. Pour Poutine, ancien agent du KGB nostalgique de l'URSS, cette invasion a pour but de rendre à la Russie un territoire qui lui appartient. Mais pourquoi Poutine revendique-t-il l'Ukraine? Et d'où vient cette obsession russe pour le territoire de son voisin? Pour bien comprendre, il faut se plonger dans plus de 1000 ans d'une histoire commune entre les deux pays. Une histoire riche, complexe et marquée par de nombreux bouleversements. À travers cette vidéo, nous allons revenir sur les causes profondes de ce conflit, qui prend racine dans des siècles de révolte, d'influence et de violence. Au IXe siècle, en pleine période médiévale, il faut imaginer un monde très différent de celui que l'on connaît aujourd'hui. Sur les territoires de l'actuelle Ukraine et de la Russie, les Slaves de l'Est s'organisaient en tribus et commerçaient avec les peuples scandinaves, les Varegs, aussi appelés Vikings. Les Vikings étaient de grands voyageurs, des commerçants, mais surtout des pirates. Pendant leur voyage, ils traversaient les rivières Dniepr et Volkhov pour se rendre jusqu'à la mer Noire et la mer Baltique. Après de nombreux raids, ils finirent par s'installer et fondèrent des principautés, posant les bases de la Russe de Kiev, considérée comme le premier État slave oriental. Cette fédération politique était située sur les actuelles Biélorussie, Ukraine et sur une partie de la Russie. C'est ici le point de départ de l'histoire qui nous intéresse. En effet, à partir du IXe siècle, Kiev devient rapidement le centre politique, économique et religieux de la Russe. La ville contrôle le commerce entre la mer Baltique et la mer Noire, ce qui en fait une cité prospère. Les principautés voisines comme Novgorod et Smolensk reconnaissent l'autorité du prince de Kiev. Ce prince, Vladimir Ier, va alors à ce moment-là faire un choix qui changera le cours de l'histoire. D'après les chroniques russes, des manuscrits médiévaux, le prince aurait reçu plusieurs missionnaires de différentes religions avant de finalement choisir d'adopter le christianisme orthodoxe. Cette décision, qui peut paraître anodine avec notre regard actuel, a deux grandes conséquences. Elle permet d'unifier religieusement les différentes tribus qui composent la Russe, et un lien durable est créé avec Byzance et le christianisme orthodoxe, ce qui façonnera la culture russe et ukrainienne pour les siècles à venir. La conversion de Vladimir Ier à Byzance a ainsi scellé le destin religieux et culturel des peuples slaves de l'Est. Cette période florissante, qui s'étend du IXe au XIIIe siècle, est la base de l'héritage commun entre l'Ukraine et la Russie. La culture, la langue et les traditions sont directement issues de ce chapitre de l'histoire. Mais toute période faste est suivie d'un déclin inévitable. Le XIIIe siècle sera le point de départ de ce fameux déclin. À cette période, les Mongols envahissent Kiev et détruisent la ville, affaiblissant ainsi la Russe. Conséquence directe de cette action, la puissance politique se déplace vers Moscou, qui deviendra plus tard le noyau de l'Empire russe. Après les invasions mongoles qui ont conduit à la chute de la Russe de Kiev, les territoires de l'actuelle Ukraine se retrouvent fragmentés. L'Ukraine centrale et orientale, sous contrôle des Cosaques et de la Russie, l'Ukraine occidentale, sous domination polonaise et lituanienne. Le contexte est alors brûlant, marqué par des conflits constants entre empires et seigneuries locales. Au XVIIe siècle, les tensions entre les paysans ukrainiens et la noblesse polonaise conduisent à des révoltes populaires. En 1654, le leader cosaque Bohdan Khmelnytsky signe un accord avec le tsar russe Alexis Ier à Péréaslav. Ce traité avait pour objectif de protéger l'Ukraine de la domination polonaise et de garantir l'autonomie des Cosaques. L'Ukraine centrale devient alors la vassale de la Russie, marquant le début d'une relation étroite avec Moscou. Ce choix de se tourner vers Moscou va avoir des conséquences profondes lors des siècles à venir, car les conditions du traité n'ont pas été respectées. Car l'accord devait initialement laisser une certaine autonomie militaire et administrative aux Cosaques. Mais progressivement, la Russie va imposer sa langue, ses institutions et exercer un contrôle accru sur la noblesse et les élites locales. On parle alors de politique de russification, qui va s'accélérer au XVIIIe siècle
et l'Ukraine orientale et méridionale va être intégrée à l'Empire russe. Des villes tristement connues aujourd'hui comme Kharkiv ou Odessa deviennent progressivement des centres stratégiques et économiques russes. La religion orthodoxe russe sera largement imposée et les institutions religieuses ukrainiennes réduites au silence. À la fin du XVIIIe siècle, l'Ukraine est donc partagée entre plusieurs puissances. L'Ukraine orientale et centrale, sous contrôle de l'Empire russe, et l'Ukraine occidentale, autrement appelée la Galicie, qui tombe sous domination de l'Empire austro-hongrois après les partitions de la Pologne. Cette division crée un double héritage culturel qui va avoir de grandes conséquences. Côté Est, la culture impériale russe efface progressivement la culture et les traditions ukrainiennes locales. Côté Ouest, l'Empire austro-hongrois favorise une certaine autonomie culturelle. Ce mélange complexe d'identités agit comme un terreau fertile pour l'émergence d'un nationalisme ukrainien. Dès le XIXe siècle, des intellectuels et poètes ukrainiens commencent à défendre leur langue et les cultures locales. La volonté d'indépendance et le souhait de créer une unité ukrainienne se fait de plus en plus ressentir. Cette complexité et cette diversité d'influences sont les racines des tensions modernes. À l'aube du XIXe siècle, l'Ukraine s'apprête à vivre les heures les plus sombres de son histoire et va subir de plein fouet la domination russe. La révolution industrielle conduit à la transformation rapide de villes comme Kharkiv, Donetsk et Odessa. Elles deviennent aussi des centres économiques et culturels majeurs. L'urbanisation croissante est source de tensions sociales et nourrit un sentiment d'injustice parmi les paysans et les ouvriers ukrainiens. Après la révolution russe de 1917, l'Ukraine tente alors de prendre son indépendance. La République populaire ukrainienne est ainsi proclamée en 1918. Mais cette tentative d'accès à l'indépendance est de courte durée. En 1922, l'Ukraine est intégrée à l'Union soviétique et devient alors la République socialiste soviétique d'Ukraine. Les institutions ukrainiennes sont subordonnées au pouvoir central russe. La langue et la culture russe sont imposées partout. La culture ukrainienne est tolérée, mais les artistes et les intellectuels sont contrôlés et parfois censurés et persécutés. On parle alors de soviétisation de l'Ukraine. Les années 1920 et 1930 voient la collectivisation forcée des terres agricoles ukrainiennes. La politique menée par Staline contraint les paysans de rejoindre les fermes collectives contrôlées par l'État, les fameux kolkhozes. En faisant cela, Staline a deux objectifs. Augmenter la production agricole pour financer l'industrialisation soviétique et contrôler la paysannerie ukrainienne, perçue comme un bastion d'opposition potentielle au pouvoir central. Mais les paysans refusent souvent de remettre leurs récoltes à l'État. En réponse, le régime soviétique réquisitionne toutes les récoltes. La conséquence est tragique. Une famine massive, connue sous le nom d'Holodomor, qui tua entre 3 et 7 millions de personnes. Cette tragédie alimente la rancœur encore très présente des Ukrainiens envers la Russie et sa domination. Elle est largement utilisée aujourd'hui dans le discours ukrainien pour affirmer une identité nationale distincte. Parallèlement à cette famine tragique, les élites ukrainiennes, enseignants, intellectuels ou dirigeants locaux, sont purgés ou déportés. Staline veut ainsi dissoudre l'identité ukrainienne et consolider le pouvoir de Moscou. Le XXe siècle est une tragédie pour l'Ukraine et sa population, mais l'espoir va finir par renaître. En 1991, après l'effondrement de l'Union soviétique, l'Ukraine déclare son indépendance le 24 août. Cette date marque alors la fin de plus de 3000 ans de domination russe et soviétique. Du fait de son histoire bouleversée et marquée par une diversité d'influences, la population ukrainienne est composée d'identités linguistiques et culturelles variées. La révolution orange de 2004, provoquée par la fraude électorale et le mécontentement populaire, met en lumière le désir d'alignement européen plutôt que russe. La révolution de la dignité, en 2013-2014, survient en réaction contre le président Yanukovych qui refuse un accord avec l'UE. Les manifestations sont alors réprimées, provoquant la mort de centaines de personnes. C'est à ce moment-là que Poutine se décide à annexer la Crimée. Et quelques années plus tard, un matin d'hiver 2022, il ordonne d'envahir l'Ukraine. Vous l'aurez compris, l'Ukraine et la Russie partagent plus de 1000 ans d'une histoire complexe, faite de conflits et de domination. En décidant d'envahir l'Ukraine et en revendiquant son territoire, Poutine base son discours sur une certaine vision de l'histoire et s'inscrit dans l'héritage direct de ses prédécesseurs, parmi lesquels Joseph Staline. Pour le peuple ukrainien, l'histoire se répète inlassablement.
Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre les raisons de cette guerre. Si elle vous a plu, pensez à vous abonner et à aimer pour me soutenir.